Merci beaucoup Albert pour cette charmante présentation. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui brièvement de l'insurrection du ghetto de Varsovie, hein, ce soulèvement qui s'échelonne entre le 19 avril et le 16 mai 1943, considéré comme la première action armée urbaine d'envergure contre l'occupant allemand dans toute l'Europe. Et qui est effectivement une date majeure, hein, dans l'histoire des Juifs d'Europe et du monde pour au moins trois raisons que je vais un petit peu développer ce soir. D'abord parce que c'est un soulèvement qui est mené contre l'une des modalités les plus tragiques de l'entreprise de destruction systématique du peuple juif engagée par le système nazi. Donc je vais un petit peu parler de ce ghetto, de la vie dans le ghetto et de tout ce système-là contre lequel vont se révolter une poignée de combattants. Et donc, mon second point sera justement ce combat, cette insurrection qui est aussi remarquable car elle illustre cette capacité de résistance face à la persécution, hein, qui en est une des modalités à côté de toute la résistance majeure et aussi capitale dont j'aurai pas le temps de développer ce soir, qui est toute la résistance culturelle, spirituelle, mémorielle aussi, qui s'est mise en place à l'intérieur du ghetto à côté de ce mouvement armé. J'aborderai dans un dernier temps l'ampleur mondiale des répercussions qu'a eu la révolte du ghetto et qui est aussi singulière et qui fait que nous en parlons encore aujourd'hui et nous le commémorons encore aujourd'hui. Ce combat a servi d'exemple non seulement pour d'autres soulèvements dans d'autres ghettos en Pologne occupée, mais aussi, toujours en Pologne, d'exemple à la résistance polonaise nationale dans l'insurrection de la ville en août 1944. Par ailleurs, il y aura un écho bien au-delà même des frontières de la Pologne pendant la guerre et dans le cadre des commémorations dès l'immédiate après-guerre jusqu'à aujourd'hui, de par le monde, hein, qu'il s'agisse des États-Unis, du Mexique, de l'Australie ou bien évidemment d'Israël. Voilà pourquoi c'est une date importante. Voilà ce que je voulais déjà souligner. Donc d'abord, hein, rappeler, donner quelques éléments de cadrage général, où nous sommes à Varsovie et où nous en sommes en 1943. Mais avant d'arriver à 1943, peut-être rappeler que Varsovie, comme le reste de la Pologne, je commence toujours par quelques cartes pour rappeler où se situe la Pologne, où se situe Varsovie dans la Pologne occupée au début de la guerre, hein, en 1939, en septembre 1939, hein, la ville de Varsovie va, comme toute la partie occidentale de la Pologne, tomber sous la coupe des nazis assez rapidement, hein, dès le 28 septembre, la ville se rend et elle est aussi très rapidement déjà assez largement détruite. Il y a eu beaucoup de bombardements et déjà beaucoup de victimes civiles. Très rapidement également, hein, les citoyens juifs de la ville vont faire l'objet de pillages, de brimades, vont être réquisitionnés pour le travail forcé. Les premières mesures anti-juives vont commencer dès le mois de novembre avec le port d'un brassard distinctif blanc, l'identification des commerces, des restrictions dans les déplacements. Et je dis cela parce que le processus qui mène à la constitution d'un ghetto va prendre une année tout de même entière, hein, ce qui est considérable, assez atypique, hein, par rapport à d'autres localités de Pologne occupée. Et ce n'est finalement qu'en octobre 1940 que les Juifs de Varsovie, ainsi que des dizaines de milliers de réfugiés des environs, vont être assignés à résidence dans une partie de la ville. Donc ceci à l'instar, hein, de toute une myriade de ghettos dont vous avez ici une carte qui en désigne des principaux dans les plus grandes localités. Et donc, à Varsovie, le ghetto, qui couvre 3% de la ville, vont être évacués de cette
espace tous les habitants non juifs et ce ghetto va être par la suite fermé et emmuré à partir du 16 novembre et vont y être enfermés plus de 350 000 juifs, soit plus du tiers de la population de la ville de Varsovie. Cet espace est administré notamment notamment supervisé par un conseil juif, le Judenrat, qui déjà depuis octobre 39 et sur ordre de l'occupant a remplacé un peu toutes les institutions juives existantes et un peu l'interface entre la population juive et les autorités municipales polonaises et au-dessus occupantes allemandes. Il gère finalement un petit peu le quotidien, exécute les directives, pratique les réquisitions pour le travail forcé, pour les diverses biens, objets ou numéraires qui sont exigés des Juifs. Dans cet espace, vous le savez, j'ai non plus pas le temps de développer, mais la vie est, quand on pose la question de quelle était la vie dans le ghetto, il faut bien évidemment plutôt évoquer quelle était la survie et plutôt quelle était la mort dans le ghetto, parce que évidemment très rapidement dans ces conditions d'insalubrité, de dénuement total, la mortalité va exploser par maladie, épidémie, famine, et c'est surtout une histoire d'une mort dans le ghetto, hein, en l'espace d'une année, enfin à l'été 42, hein, vous avez déjà près de 100 000 juifs qui ont péri dans le ghetto. Je n'ai pas le temps d'aborder dans le détail ce qui constitue le quotidien de cette période avec comme je le disais tout à l'heure, hein, une vie culturelle, des actions éducatives, tout cela dans la clandestinité. C'est pour ça que je parlais de résistance également, hein, sur ce plan, et sans oublier bien évidemment de mentionner en passant, mais c'est crucial parce que c'est grâce à cette entreprise que nous savons tant de choses sur le ghetto, hein, toute l'activité menée par Emmanuel Ringenblum et son équipe, rassemblant documents et témoignages sur le quotidien dans le ghetto, et pour les historiens du futur et rapidement aussi pour alerter la situation au-delà du ghetto, au-delà de Pologne même, sur la situation des Juifs dans le ghetto et en Pologne. Donc à côté de tous ces éléments de résistance culturelle et spirituelle, vous allez déjà, dès la fin 41, début 42, finalement, dès que l'on sait ce qui se passe hors du ghetto, et c'est là que finalement la question de la communication de ceux qui pouvaient traverser au-delà de ces murailles est cruciale. Et en fait, quand on commence à s'intéresser un petit peu à cette histoire, on se rend compte que l'information circulait finalement assez bien et assez rapidement, même si bien sûr il y avait toujours beaucoup de rumeurs et beaucoup d'incertitudes, et c'est aussi cette question d'incertitude qui va peser sur la nature de l'action à mener. Mais tout de même, dès le mois de décembre 1941, on est informé dans le ghetto de ce qui se passe et des exécutions massives qui ont lieu aux environs de Vilnius. Dès le mois de janvier 42, on sait qu'il y a des assassinats par le gaz à Helm et par des témoignages directs même et indirects, on apprend aussi l'existence de Bergets dès le mois de mars. Et c'est face à ces premiers témoignages qu'émerge vraiment l'idée qu'il faut lutter et aussi mener une lutte armée, une lutte plus unifiée. J'ai parlé des actions culturelles, éducatives. Il y a évidemment toute une vie politique aussi dans le ghetto, tout l'éventail des partis politiques actifs dans les milieux juifs avant la guerre, qui sont également dans le ghetto, qu'il s'agisse des partis politiques, qu'il s'agisse des organisations de jeunesse, et finalement déjà dès le printemps, l'été 42, vous allez avoir déjà un premier bloc antifasciste qui va se créer sur une initiative de militants
communistes à l'intérieur du ghetto et en lien avec le Parti communiste clandestin à l'extérieur, et qui regroupe un certain nombre de partis sionistes de gauche notamment. À ce moment-là, le Bund n'en fait pas partie. Cette première tentative va rapidement tourner court, parce que le leader de ce bloc antifasciste va être assassiné au mois de mai 1942, mais le terrain est déjà là. L'étape suivante, c'est ce moment des grandes déportations qui débute le 22 juillet 1942, cette grande vague de déportation vers Treblinka de plus de 250 000 juifs, essentiellement des femmes et des enfants, enfin tous ceux qui n'étaient pas considérés comme pouvant travailler dans les ateliers au service des Allemands à l'intérieur du ghetto. Vous savez qu'à ce moment-là, le président du Conseil juif, Adam Tcherniakov, va recevoir cet ordre de prendre en charge ces déportations, de rassembler 6 à 7 000 juifs chaque jour sur Umschlagplatz, donc le point de rassemblement du ghetto. Et c'est là que ces derniers vont être entassés dans des wagons et dirigés vers le centre de mise à mort de Treblinka. Il va se suicider devant ce dilemme de devoir mettre à mort ses corélégionnaires. Et pour autant, les déportations vont se poursuivre, et jusqu'en septembre, vous avez près de 300 000 juifs du ghetto qui vont être déportés ou tués pendant ces rafles. Et après cet épisode de l'été 42, vous n'avez plus que 50 à 60 000 personnes vivant dans le ghetto, principalement donc des plus jeunes, hommes et femmes, qui travaillent ce sont des travailleurs forcés pour les ateliers allemands, ou encore quelques familles qui vivent de manière illégale. Et je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est important, parce que le ghetto tel qu'il est après ces grandes déportations n'a finalement plus grand-chose à voir, ni en termes d'organisation, ni en termes de population, avec ce qu'il était avant. Et la plupart des images, même des témoignages que nous pouvons avoir, remontent à cette période que je viens de décrire. Et pour ce qui se passe à partir de l'automne 42, janvier 43 et avril 43, on a un tout autre, le ghetto a un tout autre visage. Donc c'est important quand même de le rappeler. Je voulais peut-être quand même vous montrer encore une carte, ne serait-ce que pour avoir une idée de à quoi ressemblait le ghetto au moment des grandes déportations, et ce qu'il en reste en avril 43. En fait, les combats de rue et les insurgés vont être essentiellement dans cette partie-là du ghetto qu'on voit ici sur cette carte. Voilà, tout le reste ne fait plus partie du ghetto après les grandes déportations, et la population est effectivement largement réduite. Ces grandes rafles de l'été 42 ont précipité les projets de résistance armée, et dès le mois de juillet, plusieurs mouvements vont de nouveau se regrouper, cette fois-ci au sein de l'organisation juive de combat, la JOB, selon son acronyme en polonais, qui va être dirigée à partir du mois de septembre par un responsable d'un mouvement de jeunesse sioniste de gauche, la Shomer HaTzaïr, et ce responsable, c'est Mordechai Anielewitsch. Est-ce que je parlerai peut-être après de ces photographies, enfin de cette installation artistique qui superpose les photographies d'époque qui vous sont peut-être familières, enfin qu'on voit assez régulièrement quand il est question du ghetto de Varsovie, et qu'il a transposé sur l'emplacement actuel de Varsovie. Donc, ce pont qui reliait les deux parties du ghetto, qui se trouve ici. Je parlais tout à l'heure de Umschlagplatz, donc ce point de rassemblement à partir duquel les Juifs étaient embarqués pour être conduits vers Treblinka, tel qu'il est à l'emplacement où il y a une rue maintenant qui passe. Et j'ai choisi précisément de vous montrer ces illustrations plutôt que les photos bien connues pour
pour faire, à mon sens, davantage ressortir le vide, en fait, quand on visite Varsovie aujourd'hui et qu'on ne connaît pas du tout cette histoire, on a très très peu d'indices. Hein, c'est vraiment peut-être par indice que l'on peut trouver, souvent un peu cachés. Bon, il y a quand même maintenant des plaques qui existent et qui montrent ces lieux, mais c'est vrai que voilà, l'espace a vraiment radicalement changé. Je pourrais revenir sur les raisons de ces changements plus tard. Donc, je parlais d'Anielewicz il y a un instant, voilà, parce que figure tout de même incontournable, mais voilà, il ne faut pas oublier les autres mouvements de jeunesse sionistes, hein, le mouvement du Dror, Gordon, Akiva, les partis politiques qui se rejoignent à leur tour, et les autres mouvements de jeunesse, et cette fois-ci le Bund, qui se joint à cette organisation juive de combat et les communistes. Hein. Donc, une organisation qui, au départ, a très peu d'armes. Les armes vont arriver petit à petit, notamment via les contacts avec la résistance polonaise de l'autre côté du mur, et le Bund, notamment, via ses contacts avec le Parti socialiste polonais, clandestin toujours, bien sûr, peut avoir ces contacts, mais de toute manière, ces armes, même quand elles arrivent, c'est toujours insuffisant et on doit toujours en acheter, s'en procurer au marché noir. Et pour ça, il faut de l'argent. Et pour obtenir cet argent, cette organisation va la collecter au sein de la population du ghetto, de gré ou un peu de force, même souvent de force, notamment lorsqu'il s'agit de racketter la police juive du ghetto, hein, qui est une institution particulièrement détestée de ces combattants, qui sont vraiment perçus comme étant des collaborateurs des nazis, hein, même si la réalité est certainement plus complexe, parce que pour cette police juive, qui sont des personnes plus âgées, là on parle de personnes qui ont, pour l'essentiel, entre 16 et 25 ans. Ces policiers juifs sont un peu plus âgés, ils ont une famille, et souvent ils participent à cette institution avec l'idée que ça va leur permettre d'épargner, de prolonger l'existence de leur famille. Hein. Par exemple, l'argent qu'ils gagnent en participant, en ayant ce travail, leur sert pour certains à faire passer leurs enfants de l'autre côté du mur du ghetto, et à les cacher, parce que pour cacher leurs enfants, il faut fournir de l'argent. Petite parenthèse, mais parce que c'est souvent des questions qui reviennent sur cette police, et donc ces membres du Conseil juif ou cette police sont régulièrement aussi rackettés, hein, aussi pour avoir cet argent si précieux pour acheter des armes. La résistance, du coup, commence à s'organiser, hein, mais je parle, là, on est toujours sur quelques centaines de combattants tout au plus. Hein. On estime qu'ils étaient à peu près peut-être 500 du côté de l'organisation juive de combat, et de leur côté, il y a aussi un autre mouvement armé, l'Union militaire juive, composé du mouvement sioniste de droite, qui, avec le mouvement de jeunesse correspondant du Bétar, qui a peut-être un peu moins de membres, 200, 250, on ne sait pas trop. En tout cas, eux sont extrêmement bien entraînés, et ils ont aussi leur contact avec la résistance polonaise de l'autre côté du mur. Ces deux organisations sont vues de manière au départ un peu ambivalente de la part de la population du ghetto. Hein. Ils sont, pour certains sont sceptiques de cette action, de ces actions armées, parce que, encore une fois, si on sait des choses, certains doutent de ce qui se trame à l'extérieur, et se disent finalement, à quoi bon se révolter et mourir dans le ghetto alors qu'on peut peut-être avoir une chance à l'extérieur. Il y a aussi, pour toute une partie de la population du ghetto encore, une influence aussi
de certains leaders religieux qui estiment qu'il faut accepter sa destinée. Cette résistance, à ses débuts, est assez mitigée. Ce qui va forger son premier succès, ça va être au mois de janvier, une première révolte spontanée, le 18 janvier, au moment où, en fait, il y a une deuxième vague de déportation qui commence. Enfin, en fait, c'est ce qui est perçu comme ça dans le ghetto. À vrai dire, en fait, les nazis cherchent les juifs qui vivent dans le ghetto de manière illégale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur carte de travailleurs dans ces ateliers bien désignés, et c'est ceux-là qui sont visés. Mais on pense que c'est l'ensemble du ghetto qui va être liquidé, et donc ces groupes armés vont résister massivement en ouvrant le feu sur les gardes allemands, en se mêlant à la population rassemblés sur chaque place. Et ce mouvement de foule permet à des juifs de s'enfuir, et finalement l'opération est suspendue. Les combattants pensent que c'est leur action qui a suspendu l'opération. À vrai dire, c'est plus compliqué, mais c'est toujours ce problème de l'information, hein, qui circule ou pas, et de ce qu'on sait ou pas. Bref, cette révolte est vue comme un succès, et à partir de ce moment-là, va y avoir une vraie préparation, hein, qui va durer jusqu'au mois d'avril. Non seulement des combattants qui vont commencer à s'équiper, préparer leur cocktail Molotov, mais surtout construire des bunkers dans toute la ville, dans toutes les cachettes, inciter aussi le reste de la population, même non combattante, qui n'a pas les moyens de combattre ou qui n'a pas d'armes, à se constituer des cachettes. Et donc finalement, voilà, à commencer à vivre ensemble, à quadriller littéralement l'espace du ghetto. Je reviens sur ma carte ici, pour être prêt. Et donc c'est pas du tout au mois d'avril, c'est pas du tout de révolte spontanée qui éclate, c'est vraiment il y a une vraie préparation qui peut expliquer du coup ces succès initiaux, hein, en tout cas du premier jour, hein. Donc c'est le 19 avril 1943 que les forces allemandes, fortes de 850 soldats, 18 officiers, vont pénétrer dans le ghetto pour terminer les opérations de déportation des Juifs qui étaient encore enfermés. Date symbolique, puisque nous sommes au premier soir de la fête juive de Pessah. Date symbolique aussi, moins connue, nous sommes à la veille de l'anniversaire d'Adolf Hitler, et il y avait aussi pour les officiers nazis, hein, offrir un beau cadeau d'anniversaire au Führer en liquidant le ghetto de Varsovie. Donc le signal est donné, hein, au groupe armé pour se cacher et commencer la résistance, hein, et effectivement, la police allemande, les forces auxiliaires SS vont être surpris par la vigueur de la riposte, et ils vont battre en retraite, hein, dès le premier jour. Voilà, il y aura une dizaine de victimes côté allemand, et c'est totalement inédit, hein. Et surtout, cette retraite, évidemment, va galvaniser les combattants. Les forces SS et de police vont commencer à revenir et à changer de tactique, hein, et la tactique adoptée sera celle d'incendier, hein, systématiquement les immeubles du ghetto. Donc très vite, les armes utilisées et utilisables vont manquer, parce qu'ils ont reçu des armes, mais il y en a beaucoup qui étaient hors d'usage, et surtout la communication entre les différents groupes va être de plus en plus compliquée. Donc en fait, on parle déjà du quartier général de la rue Mila, qui se trouve à peu près ici, hein, au centre du ghetto central, où il y a un grand bunker avec plusieurs dizaines de combattants dedans. Quartier général, c'est vite un peu un vain mot, parce que très vite, les petites unités, hein, c'est des groupes de 10, hein, qui sont répartis un peu partout dans le ghetto. Enfin, je parle surtout pour l'organisation juive de combat. L'Union militaire juive est plus regroupée sur un endroit, hein, vers Muranovska, et n'a pas une force aussi également répartie. Il n'y a plus de communication, et surtout, il n'y a plus qu'à... voilà, chacun agit un petit peu dans son coin, et pour la population non combattante, il n'y a plus qu'à
se cacher et attendre et espérer que son bunker ne sera pas découvert, espérer que l'immeuble où on a trouvé refuge ne soit pas incendié et très rapidement, c'est ce qui se passe, hein, et c'est en procédant ainsi que les forces allemandes vont forcer les Juifs à se rendre, hein, qu'ils soient combattants ou non. Il y a des témoignages qui décrivent, hein, des scènes terribles où voilà, on doit étouffer des bébés parce qu'ils pleurent et ils risquent de faire découvrir le bunker où se cachent des dizaines de personnes. Des scènes où on saute par la fenêtre d'un immeuble en flammes parce que sinon on va périr par les flammes. Enfin, c'est absolument dramatique ce qui se passe dans ces semaines-là, jusqu'à ce que le 8 mai 1943, le quartier général, hein, de la rue Mila va être découvert, attaqué à coups de grenades et de gaz toxiques, hein, et finalement les responsables du mouvement, dont Mordechai Anielewitsch, optent pour le suicide, ou sont asphyxiés, hein, voilà, par ces gaz asphyxiants, hein. Donc là, aux côtés de Mordechai Anielewitsch, j'ai mis le portrait de Mira Führer, qui était née à Varsovie, qui était également membre de la Shomer HaTzadik, qui était la jeune compagne d'Anielewitsch, qui, comme lui, était revenue dans le ghetto en novembre 40, qui a eu un rôle très important d'agent de liaison, comme du reste beaucoup de femmes juives dans le ghetto, et qui se trouvait le 8 mai avec Anielewitsch dans ce bunker aux côtés de 120 autres combattants. Cette nouvelle que le bunker a été découvert et que ses habitants, enfin que les combattants sont morts, se sont suicidés, ont été assassinés. Et comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de communication, donc d'autres combattants comme Tzivia Lubetkin, qui est ici, elle ne l'apprend que le lendemain, parce qu'elle se trouve à un autre endroit, et c'est quand elle retourne à ce bunker qu'elle découvre ce qui s'est passé. Et elle va avec d'autres, avec une vingtaine, une quarantaine de combattants, dont Marek Edelman, hein, membre du Bund, donc Tzivia Lubetkin, qui elle faisait partie des sionistes socialistes, un autre mouvement sioniste, le Dror, avec Yitzhak Zuckerman, qui faisait aussi ce rôle de liaison et qui est un des membres cofondateurs de l'organisation juive de combat, une des rare femme à se hisser jusqu'au sommet du commandement, hein, qui a participé aussi aux actions armées de janvier, va avec Marek Edelman réussir à sortir du ghetto par les égouts en sous-sol au lendemain de cet épisode du 8 mai, hein, donc le 10 mai, et va continuer le combat avec la résistance polonaise, hein, depuis la partie arienne, c'est comme ça qu'on a appelé ça, l'autre partie de la ville, où se trouvaient déjà et plusieurs autres combattants, dont Yitzhak Zuckerman, qui a du coup aider à faire ce lien avec la résistance polonaise, aider à faire sortir ces combattants des égouts, et du coup permettre, hein, leur exfiltration. Et c'est parce qu'on a comme ça une dizaine de combattants qui ont pu s'échapper qu'on a un peu une vision et quelques témoignages de ce qu'il sait, de ce qui s'est passé, hein. C'est ce qui a conduit finalement Marek Edelman à devenir finalement le dernier, et en plus le dernier parce qu'il a vécu jusqu'en 2009, et donc il prend la suite du commandement après la mort d'Anielewitsch, mais un commandement qui va
des combats qui vont se dérouler maintenant hors du ghetto, hein, puisque il va s'échapper à l'extérieur. Alors j'ai mis également quelques autres figures, enfin toujours pour rappeler hein, que effectivement qu'à côté de ces combats à l'intérieur du ghetto, d'autres acteurs et actrices ont joué un rôle important, agents de liaison, mais aussi résistance armée. Et je pensais à la figure qui est récemment revenue un petit peu dans un certain nombre d'articles cette année de Riva Newta Teitelbaum qui était elle une communiste, une juive communiste qui a mené plusieurs actions de résistance, qui a contre des officiers de la Gestapo qu'elle a assassinés, enfin elle a mené plusieurs actions à l'extérieur du ghetto, et elle, le 19 avril 43, elle est rattrapée par les Allemands. Elle va être torturée, elle va mourir sous l'effet de sa torture sans dénoncer qui que ce soit de son réseau. Et elle, voilà, elle fait partie de ces figures extrêmement, enfin, connues, mais qui ont été ensuite peut-être un petit peu oubliées ces dernières années. Au lendemain de cette répression, de ces insurrections, je vois qu'il est tard, donc je vais juste dire quelques mots sur ce qui se passe après. Enfin, en tout cas, le général Jürgen Thrupp entre dans ce ghetto détruit et a comme ultime geste, arrive le jour, le 16 mai 43, marqué par la destruction de la grande synagogue de Varsovie à l'intérieur du ghetto. L'espace entier est en ruine, comme vous pouvez le voir ici sur ces images de l'après-guerre, et effectivement la plupart le rapport de ce Jürgen Thrupp fait état de 56 000 juifs capturés. Pour l'essentiel, ils vont être déportés dans des camps de concentration ou de travaux forcés. 7 000 ont été tués pendant le soulèvement, 7 000 autres déportés vers Treblinka pour y être directement assassinés. Une poignée de juifs va survivre quelques mois dans les décombres avant de même de réussir à passer de l'autre côté de la ville. Mais c'est vraiment peut-être quelques dizaines tout au plus. L'information de ce soulèvement va filtrer très rapidement, hein. L'information circule, voilà, très rapidement en Pologne et même au-delà, jusqu'en Palestine, mandataire, on apprend la mort, mais finalement qu'il n'en est pas, de Tzivia Lubetkin, qui est publiée dans les journaux voilà, dès 1943. Ça filtre quand même très 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 vite, et comme je le disais, hein, cette action dans le ghetto va donner une impulsion à d'autres soulèvements dans d'autres ghettos en Pologne, que ce soit à Częstochowa, à Będzin, à Białystok, mais aussi dans les camps, et même jusque dans les centres d'extermination de Treblinka, de Sobibor ou de la révolte des Sonderkommando à Auschwitz. J'ai aussi parlé de l'inspiration de la résistance polonaise pour le soulèvement de la ville le 1er août 1944. Et je voudrais dire enfin un mot ou deux sur la mémoire, hein, et le fait que cet événement a été très vite commémoré, déjà même, comme je disais, même encore pendant la guerre, des dépêches arrivent jusqu'aux militants bundistes du Mexique qui, dès 1943, vont commémorer ce terrorisme des combattants du ghetto, et les rescapés de l'insurrection vont, eux, commémorer l'événement dès 1945 à l'emplacement du bunker de la rue Mila, tandis qu'en 1948, un monument est érigé en l'honneur des insurgés et des victimes, toujours sur les ruines du ghetto. Donc vous avez ici l'inauguration et une photo contemporaine. En Israël, un kibbutz va être fondé en 1949 par les survivants de l'insurrection. Donc
notamment Yitzhak Zuckerman et Tivia Lubetkin, et ce sera le premier un musée consacré à l'insurrection du ghetto et plus généralement à la résistance juive pendant la Shoah. Aux États-Unis, voilà, dès 1947, vous avez un petit mémorial à New York qui rappelle cette insurrection, donc quand même aussi de manière assez précoce, fondée par un certain nombre de réfugiés juifs polonais. Bien évidemment, oui, il y aura des controverses d'emblée très nombreuses sur l'importance des différents groupes politiques, puisque j'ai parlé des bundistes, des sionistes, des communistes, donc chacun, au lendemain de la guerre, va un peu tirer la couverture à soi et s'arroger le beau rôle dans l'organisation et la conduite de ce soulèvement. Donc, ça donnera des commémorations distinctes, souvent concurrentes. Pour tous ces groupes, il y a quand même une unité, célébrer l'héroïsme juif et contrer l'image d'une faiblesse, voire d'une passivité juive associée pour les sionistes à la condition diasporique. C'est un petit peu ça, ce qu'on entendra en Palestine et en Israël dans les premières années. Et pour les autres mouvements révolutionnaires, une passivité associée à la situation d'oppression dans le Nouveau Monde qui doit disparaître avec la révolution, et voire même la nouvelle Pologne pour ce qui est de la Pologne. En tout cas, cette insurrection demeure un événement clé de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, le plus largement commémoré certainement au sein du monde juif. Et en Pologne, vous allez avoir effectivement aussi la Pologne qui va basculer vers une république populaire communiste. Les commémorations vont être peu à peu instrumentalisées, tantôt pour exalter une fraternité d'armes polono-juive, tantôt pour l'assimiler à la lutte antifasciste, en passant sous silence totalement la dimension juive, et des manipulations qui vont susciter, je passe très vite sur les décennies qu'il faudrait développer, mais disons que dans les années 80, il y aura vraiment une contestation de ces manipulations politiques par la dissidence, et notamment autour de Marek Edelman, qui va vaillamment et toujours chaque 19 avril, tout seul et ensuite accompagné de dissidents, déposer des jonquilles, d'où le symbole de la jonquille qui est maintenant assez largement répandu dans la ville de Varsovie pour commémorer ce 19 avril et amener une manifestation parallèle, dissidente, jusqu'en 89 finalement. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai largement débordé. J'ai mis, pour terminer, quelques couvertures d'ouvrages facilement accessibles en français, surtout des témoignages, mais aussi des études historiques, celle de Samuel Kassoff sur tout ce qu'on sait grâce aux archives Ringelblum de la vie quotidienne dans le ghetto, un livre magnifique, une synthèse utile de Larry Sakin sur les ghettos en Pologne, et pour terminer, ce n'est pas disponible en français, mais c'est fondamental aussi, les témoignages de Tivia Lubetkin et Yitzhak Zuckerman, d'où sortent une partie des cartes que j'ai utilisées, qui existent en polonais mais aussi en anglais, l'énorme guide du ghetto de Varsovie dirigé par Jacek Leoczak et Barbara Engelking. Et enfin, vient de sortir, là c'est pas du tout un livre vraiment, c'est parce que c'est de l'actualité que je l'ai rajouté, ce livre sur les femmes dans les ghettos, qui est une étude de Judy Battalion qui a repris en fait tous les témoignages, la plupart des témoignages qu'elle a trouvés sur les femmes et la lutte armée, surtout à Varsovie, mais il y a aussi d'autres ghettos qui sont évoqués, et elle en fait un récit tout à fait agréable à lire pour des non-spécialistes, et c'est quand même très bien documenté. Voilà, je m'arrête là et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci.